C'est un grand défi pour moi, au moins pour deux ordres de raisons. La première, c'est la langue. Je ne maîtrise pas du tout le français. Je n'ai jamais eu la chance de l'apprendre formellement. Donc, je m'excuse. Je vais demander patience. J'espère de vous faire pas faire trop de fatigue. Et la deuxième, c'est lié au lieu et temps de la formation aujourd'hui, parce que nous sommes dans la pause postprandiale. Donc, j'espère de ne vous pas retrouver comme ça à la fin de mon intervention. Donc, deux mots sur un aperçu global. Je voudrais bien vous donner une brève contextualisation, rappeler la question des fonds, dire ou approcher aussi brièvement la question de l'alternance, vous proposer un modèle possible d'utilisation et d'exploitation des technologies dans une formation en alternance, comme la formation professionnelle en Suisse. Vous donner des exemples de comment ces modèles peuvent être dans différentes manières, dans différents contextes, avec de différents outils peuvent être mis en place. Et à la fin, j'espère de sauvegarder un peu du temps pour discuter avec vous et essayer au moins de répondre à vos questions. Donc, le thème central des congrès est l'alternance. Et de ce point de vue, j'ai la chance de m'occuper d'un contexte très intégrant. Nous l'appelons généralement système dual, c'est-à-dire un système basé sur l'apprentissage où la personne en formation peut développer son professionnalisme et, disons-le immédiatement, sa identité professionnelle, en fréquentant alternativement les lieux de travail et l'école professionnelle. Mais ce n'est pas vraiment un apprentissage dual. Nous devrions l'appeler plus proprement trial, car les cours en entreprise, comme nous savons, sont un élément fondamental du système suisse. Mais je ne veux pas vous ennuyer avec des questions et avec des détails que vous connaissez probablement mieux que moi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il sera probablement encore plus correct d'inclure des lieux d'apprentissage supplémentaires, non couverts par l'orthodoxie. Mais, quel que soit le nombre final, une chose est certaine, l'alternance est intrinsèque au modèle. Mais l'alternance va aussi au-delà du modèle. Il n'y a pas de formation professionnelle sans une multiplicité de lieux d'apprentissage. Le nom l'indique, les faits sont encore plus révélateurs. Et ces faits vont bien au-delà de la formation professionnelle au sens strict. Et je pense que nous concernent nous tous. Nous dirions donc qu'à regarder de plus près, il n'y a actuellement aucune formation sans qu'elle n'ait lieu en alternance de lieux et de temps. Il l'appelle seamless learning, apprendre sans discontinuité, mais aussi littéralement sans couture, sans larmes. Il n'y a plus de solution de continuité dans le temps, il n'y a plus de solution de continuité dans les espaces. Donc dans l'espace, mais on dirait mieux dans les espaces, formels, non formels et informels, où l'apprentissage se manifeste et se cultive. Nous proposons donc de concevoir l'alternance non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de construire des points sémantiques, des ponts sémantiques, des relations de signification entre situations formelles, non formelles et informelles d'apprentissage. Cette proposition est déjà un choix de terrain, je trouve. Parce que si la force, si la différence, si le gap, si l'alternance est une partie fondamentale du système, alors il ne s'agira pas de travailler pour annuler la distance, mais d'exploiter la force générative et génératrice du gap pour favoriser, au lieu de l'écartement l'une sur l'autre des espaces de formation, leur articulation efficace. Donc la question de fond. Permettez-moi de répartir de cette question qui
se trouve à l'arrière-plan de toutes les expériences que je voudrais mentionner aujourd'hui. C'est une question sur le rôle des technologies. La question est toujours de savoir si et dans quelles conditions les technologies peuvent servir de support à l'apprentissage de la formation professionnelle et donc en particulier si les technologies peuvent jouer un rôle dans la connexion d'expériences qui se déroulent en alternance entre l'école et le travail. Toute chose est naturellement rendue plus complexe par le fait que nous devons parler des lieux et des rythmes d'alternance au pluriel, selon les professions, mais aussi à l'intérieur de chaque profession. En effet, nous sommes confrontés à des unités de mesure différentes, à des modèles d'alternance différents, à des proportions différentes. Nous avons entendu ce matin par les conférenciers, et à des rythmes différents, bien sûr. Donc, cela dit, je vous propose de répartir de quelques points de référence. Je voudrais faire brièvement référence à différents modèles de compréhension et de conception de l'alternance. Pendant longtemps, la relation entre l'école et les lieux de travail a été abordée en la considérant comme un problème de transfert. La conséquence directe de cette approche est que l'accent a été mis sur la façon de surmonter les différences et les écarts entre les deux environnements. De ce point de vue, tous les efforts devraient viser à rendre l'école aussi proche que possible du lieu de travail, afin que l'école puisse anticiper tout ce que les élèves rencontreront sur le lieu de travail même. C'est une approche aujourd'hui critiquée par de nombreux chercheurs comme simpliste et mécaniste, qui conçoit la relation entre les contextes d'apprentissage d'une manière unidirectionnelle et mettre trop l'accent sur les connaissances et les compétences en les décontextualisant complètement et en les abordant dans l'abstrait. D'autre part, une perspective plus relationnelle et dialogique de l'alternance est maintenant bien diffusée, répondant aux approches liées à la connectivité, au boundary crossing, est basée sur les théories de l'apprentissage situé, sur les théories socioculturelles et historico-culturelles, ainsi que sur le travail spécifique des auteurs de Starr et Grisheimer. Dans cette vision alternative, l'accent n'est plus mis sur la façon de surmonter les différences entre les milieux école et les milieux travail, mais sur la façon dont les relations entre ces milieux peuvent être établies et maintenues, malgré les différences socioculturelles qui existent entre eux. La métaphore du franchissement des frontières est considérée comme particulièrement appropriée pour décrire la nature dialogique de l'apprentissage dans les différents contextes. Dans cette perspective également, l'école et le travail sont considérés comme des pratiques distinctes avec des objectifs différents et des histoires culturelles et locales différentes. Pour simplifier, on pourrait dire qu'au travail, la connaissance est plutôt implicite, concrète, toujours située dans un contexte, alors qu'à l'école, la connaissance est explicite, déclarative, abstraite. Au travail, il faut produire, fonctionner comme on espère, et peu de place est accordée à l'erreur. On parle de logique orientée production, et à l'école, on se trouve devant une logique orientée apprentissage. La priorité est au développement du savoir théorique à travers des leçons et des exercices théoriques. La différence, cependant, c'est que ces discontinuités sont considérées comme complémentaires et mutuellement intégrables, et non comme opposées ou oppositionnelles. La métaphore de la frontière suggère en ce sens une certaine uniformité et continuité, en ce sens que deux ou plusieurs contextes sont pertinents l'un pour l'autre de manière particulière. L'hypothèse de base est donc qu'au-delà de la perspective institutionnelle, par exemple représentée par les chercheurs sur l'Arnold coopération, un discours qui se concentre concrètement sur le processus d'enseignement et d'apprentissage est indispensable. Les discontinuités entre les deux lieux peuvent être en effet déstabilisantes pour la personne en formation, car elles nécessitent un repositionnement continu du rôle, un changement continu de perspective, un changement de type de compétences à exploiter. Par conséquent, les personnes en formation perçoivent des défis et parfois même des contradictions non résolues
entre ce qu'elle apprend à l'école et ce qu'elle vit sur le lieu de travail. Il est donc nécessaire qu'il existe un guide qui leur permette de percevoir qu'au-delà des discontinuités, il existe d'autres possibilités. Les possibilités d'apprentissage significatives et efficaces augmentent à mesure que les frontières entre l'école et le travail s'estompent, deviennent saillantes, marquantes et peuvent être explorées et exploitées comme des opportunités de développement et de croissance. En particulier, anticipant quelque chose que nous verrons mieux dans un moment, ces processus exigent une perception consciente, une documentation de l'expérience et une réflexion sur les similitudes et les différences entre les différents lieux de formation, ce qui pourrait être facilité par ce que l'on appelle les objets limites, les boundary objects. Ce n'est qu'ainsi que les apprentis pourront non seulement répondre aux demandes de leurs enseignants et formateurs dans l'entreprise, mais aussi trouver de l'aide pour intégrer les différents types de connaissances, les différentes parties des savoirs, savoir-faire, savoir-être dont nous avons parlé précédemment, dans un continuum unique, générant de véritables compétences pour eux-mêmes et pour le système dans son ensemble. Dans ce contexte, comme Christophe a rappelé, au sein de la Leading House Technologie pour la formation professionnelle, qui est aussi reconnu comme projet Dualité, qui est soutenu par les CIFRE et qui implique non seulement l'IFFP, mais aussi l'EPFL, l'Université de Fribourg et dans le passé aussi l'Université de Genève, nous avons développé un modèle pédagogique spécifique avec ces étranges mots pour la formation professionnelle qui vise à répondre à la question que nous avons posée sur les rôles des technologies. Il ne s'agit probablement pas, d'un modèle révolutionnaire, puisqu'il repose sur des hypothèses très bien connues des acteurs de l'éducation et de l'enseignement. Toutefois, comme j'ai déjà indiqué, il s'agit d'un modèle conçu spécifiquement pour les caractéristiques de la formation professionnelle, c'est-à-dire pour l'apprentissage en alternance. Les points de départ des modèles que nous avons développés est basé sur des modèles d'apprentissage réflexif. Les apprentis vivent des situations professionnelles très différentes et très intéressantes. Ils ont des expériences vraiment riches dans des contextes différents et qui exigent des compétences différentes. Généralement, cependant, ces expériences ne sont pas immédiatement disponibles. Elles sont transitoires, elles sont éphémères. D'une manière ou d'une autre, du moins dans les contextes où c'est possible, nous devons trouver un moyen de les capturer avant même de les sélectionner. Toutes les expériences ne peuvent pas être significatives en réalité, mais nous n'en parlerons pas en détail aujourd'hui. En ce sens, les appareils mobiles offrent une opportunité très intéressante de capturer ce que j'aime appeler des traces d'expérience. Et quand je parle de traces d'expérience, par exemple, dans le domaine du cuisinier, je pense à des choses comme ça, qui sont des traces vraies, ne sont pas reconstruites. De plus, l'une des deux principaux avantages de l'apprentissage mobile a été identifiée dans le fait qu'il offre une interface d'accès rapide pour la prise de notes, des photos, des vidéos et d'audio. La personne en formation, seule ou avec l'aide de leurs collègues et du formateur dans l'entreprise, peuvent utiliser des appareils mobiles pour capturer leur expérience sur le lieu de travail. Ces traces deviennent immédiatement disponibles pour passer du matériel brut à des matériels d'apprentissage. Par exemple, ils peuvent être emmenés en classe à l'école, où il est donc possible de s'engager activement et aussi de manière collaborative dans un processus de construction du sens. Mais on verra après. Comme déjà anticipé, ces traces ont souvent la chance d'être visuelles, ce qui constitue en soi un accès à une grande quantité d'informations. Cependant, comme nous l'avons dit, il s'agit encore d'informations brutes, d'éléments d'expérience qui n'ont pas encore été agrégés, mais des produits semi-finis.
pour devenir du matériel d'apprentissage, une action d'ingénierie est nécessaire, c'est-à-dire une action pédagogique de l'enseignant. En soi, c'est évident. Tous les modèles d'apprentissage par l'expérience soulignent, à partir de Dewey et des autres auteurs qui vous connaissez très bien, que l'expérience seule ne suffit pas à générer un apprentissage. Un processus de réflexion sur l'expérience pour favoriser la prise de conscience, nous l'avons aussi entendu avant, doit être engagé. Mais nous savons aussi que ce processus n'est pas du tout évident et encore moins spontané. Les apprentis, les étudiants doivent donc être correctement stimulés et soutenus. Pour ce faire, plusieurs chercheurs ont recommandé de créer des environnements d'apprentissage partagés dans lesquels les apprentis peuvent intégrer la théorie et la pratique en réfléchissant sur leurs expériences d'apprentissage. Par exemple, nous parlons d'environnement hybride dans la tradition nordique. Mais même sans devenir trop compliqué, cette orientation et ces supports peuvent prendre la forme de simples questions guides, des prompts de réflexion, des relances sous forme d'entretien d'explicitation ou d'activités collaboratives, des comparaisons et des découvertes. Les matières premières produites sur le lieu de travail doivent devenir des matériaux à développer et autour desquels construire des activités didactiques, probablement, ou du moins dans notre cas, exploitant encore le potentiel offert par les technologies. Comme vous pouvez le constater, et comme on le verra dans les exemples que je vais vous montrer, cela a des implications pour le rôle d'enseignante, de l'enseignant et de formateur dans l'entreprise, et aussi de la personne en formation. Donc d'une part, nous avons un enseignant qui n'est plus nécessairement chargé de dispenser, de délivrer des contenus, mais d'orchestrer et de guider ses élèves dans la systématisation d'une connaissance qu'ils ont déjà vécue dans la pratique. Un enseignant qui ressemble d'une certaine manière plus à un musicien de jazz qu'à un professionnel de la musique classique, bien sachant que pour être un musicien professionnel du jazz, tu dois avant être un professionnel de la musique classique. Parce qu'il sait qu'il ne peut tout contrôler a priori, mais qu'il doit être prêt et ouvert pour réagir en direct aux stimuli que ses élèves vont lui soumettre. Et il y a un écho à ce que j'ai entendu ce matin par le collègue Lacaille sur l'instabilité de l'environnement de la classe. Mais il comporte aussi un changement de rôle qui n'est pas indifférent pour les étudiants, qui adoptent une posture beaucoup plus active et beaucoup plus centrale, ce qui implique plus que la créativité, la collaboration et la communication. Ce que certains auteurs qui s'occupent de l'apprentissage en mobilité appellent le contexte généré par les utilisateurs. Ainsi, ces traces numériques, d'abord sous forme de manière première, puis d'élaboration et de développement, deviennent des objets limites, des objets prêts à passer perméablement du contexte professionnel au contexte scolaire et encore au contraire, afin de confirmer dans la pratique les autres éléments de conscience qu'on émergeait de l'activité didactique menée dans la classe. Une première phase de capture d'expérience et de développement d'activités de réflexion est suivie donc d'une phase de retour à l'expérience, où il est possible de valider à nouveau des connaissances acquises dans le contexte professionnel. Avant de vous présenter quelques exemples illustratifs qui, je pense, vous permettront de mieux comprendre de dont je parle, permettez-moi de dire quelques mots sur le rôle des technologies dans tout cela. D'une part, encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire. À part quelques cas spécifiques, nous avons travaillé dans la Leading House avec des technologies traditionnelles, pas avec des technologies hyper sophistiquées. Le modèle pédagogique doit être accessible à tous. D'autre part, c'est une combinaison des technologies. Dans chaque phase du modèle, les technologies jouent un rôle et offrent des moyens différents, spécifiques à la phase elle-même. Dans certains cas, et nous parlons ici d'expériences qui sont actuellement sur notre type de chercheurs, nous nous concentrons aussi sur la possibilité que les technologies offrent des autres possibilités pour élargir l'expérience. Par exemple, en utilisant la simulation ou la réalité augmentée.
encore un moment pour vous montrer comment le modèle a été systématisé dans une publication. Je me sens un peu raide à devoir lire. Je m'excuse encore une fois, mais c'était le modèle et je le montre brièvement pour souligner qu'il y a deux axes, si nous voulons. Les axes des espaces, qui sont l'école et les places de travail, je m'excuse pour l'anglais, mais il y a aussi un autre genre d'espace, l'espace physique, l'espace digital. Et il nous donne différents cadrans qui sont habités de différents acteurs. Donc, nous pouvons voir en jaune les apprentis, en rouge les superviseurs, en bleu l'enseignant dans l'école. Et nous visons qu'il y a un espace digital qui est populé par les trois. Donc, si dans l'espace physique, les deux espaces sont, par exemple, mutuellement exclusifs pour le formateur en entreprise et pour l'enseignant d'école, il y a un espace digital, et c'est ce que nous appelons le Erfahrungsraum, donc l'espace de réflexion, où nous pouvons amener des traces d'expérience qui viennent du place de travail, qui devient artefacts, objets qui passent la frontière, qui vont dans les écoles, qui peuvent être réutilisés dans l'école avant de retourner sur le lieu de travail pour valider ce que j'ai appris à l'école à partir de ma propre expérience, c'est vraiment comme ça ou pas. Et il y a une autre chose que je voudrais signaler, c'était le processus. Donc, en voyant qu'il y a une contextualisation au départ, si nous partons du travail, mais il y a aussi une décontextualisation, parce qu'à l'école, nous avons affaire avec la relation entre théorie et pratique, donc on partons de la pratique, mais aussi avec une relation très étroite avec la théorie, et après, on prépare la recontextualisation qui peut venir une fois que nous sommes encore sur le lieu de travail. Et c'était la référence pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Donc, je vais commencer la deuxième partie, ou la troisième, je ne sais pas, avec les exemples des situations pratiques où nous avons mis en place ce modèle. Je vais aussi faire allusion, ou même allusion, donc vous ne devez pas avoir peur des résultats des recherches. Je vais montrer de temps en temps des références bibliographiques, donc si vous êtes intéressé à approfondir, vous pouvez trouver toutes les informations. Donc, le premier exemple concerne l'utilisation d'images fixes. Nous sommes dans la cuisine avec des apprentis cuisiniers. Les cuisiniers apportent un livre de recettes à l'examen final. Ce livre, du moins comme on nous l'a dit il y a quelques années, était rarement vraiment lié à leur propre pratique dans la cuisine. Il s'agissait plutôt d'une documentation, disons, standard, résultat d'une collaboration avec les étudiants. Donc, les enseignants nous avaient dit, écoute, ils ne sont pas intéressés par le livre de recettes, c'est un devoir, ils doivent l'amener à l'examen final. Donc, dans la pratique, on ne le disons pas, mais on pourrait dire que l'élève de l'année dernière passe l'argumentation à l'élève de cette année. On s'en fout. Ce que nous avons fait a été de créer un environnement électronique, et je voudrais éviter de l'appeler plateforme parce que cet nom est abusé et il implique des sous-entendus que je ne veux pas amener. Donc, un environnement électronique accessible aux différents acteurs impliqués. Formateurs en entreprise, enseignantes, formateurs de cours en entreprise, et bien sûr, la personne en formation. Et comment l'Erfahrungsraum est-il intégré? Bien, la première négociation, le premier empiètement, intrusion, que l'on pourrait même dire, était avec les employeurs, pour qu'ils permettent à l'étudiant d'utiliser un smartphone, le téléphone portable, dans la cuisine. Au début, nous lui avons donné, puis les apprentis nous ont gentiment fait remarquer que leur modèle était très plus performant
que ce que nous pouvions payer avec le projet. Donc, vous voyez ici que l'apprenti pouvait documenter la pratique. Donc, il a pris des photos, vous avez déjà vu des exemples, des traces, c'était l'environnement, donc ils peuvent développer la recette. Nous avons appelé cet environnement documentation d'apprentissage et de prestations parce qu'ils correspondent à la documentation d'apprentissage qu'ils doivent générer. Donc, ils peuvent développer les recettes, comme vous avez vu, et pour chaque recette, ils disposent d'une page de réflexion avec des points spécifiques santé, avec des questions guides sur les points critiques de la recette. Et il y a aussi le lien entre expérience particulière et généralisation des expériences qu'on a entendues ce matin aussi. Donc, recette, page de réflexion, question guide. Je suis en train de réfléchir. Mais vous avez vu aussi que le matériel devient matériel à disposition pour l'enseignante. Et la manière de faire les sons, au moins au Tessin, mais il y a aujourd'hui des expériences aussi à Genève et à Neuchâtel, a complètement changé. Nicolas, qui est cette enseignante ici, et Christian, qui est un autre collègue au Tessin, font jamais pas les sons comme ils faisaient avant. Donc la leçon part et ils raisonnent autour des méthodes de cuisson. Donc ce n'est pas la recette, c'est les méthodes. Mais les méthodes sont abordées à partir des recettes, à partir des expériences des élèves. Donc les élèves sont invités, ce qui fait Nicolas, est de choisir en quelques images au début pour dire « Christophe, c'était ta photo. Est-ce que tu peux venir nous dire comment s'est passé ton lieu de travail ?» Et ce que nous avons vu est que la dynamique a changé complètement. Donc, il intéresse les apprentis. Les autres apprentis veulent dire de leur expérience, qui peut être différente, peut être similaire. La motivation est beaucoup différente. Et ce que Nicole a fait est de guider cette dynamique de réflexion sur la pratique. Et vous avez vu aussi, au début de la vidéo, qu'il avait le formateur dans l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il y a le devoir de la documentation d'apprentissage. C'est vrai que le devoir de la documentation de l'apprentissage est une affaire sous la responsabilité de la personne en formation. C'est aussi vrai que le formateur dans l'entreprise a le devoir de signer, de contrôler, de mettre la signature sur cette documentation périodiquement. Mais ce que nous avons vu, bien sûr c'était une reconstruction, mais nous avons vu que cet objet devient aussi le prétexte pour discuter en présence. Parce que sur le lieu de travail, dans la cuisine, le chef lui-même doit produire. Mais après, si nous avons les traces deviennent le boundary object, autour lequel discuter de la pratique et de le développement de compétences sur la pratique. Donc, il y a des points, il y a cet environnement qui devient l'espace commun entre l'apprenti au centre, le formateur dans l'entreprise, l'enseignant à l'école, et aussi sans la médiation. Parce que l'enseignant peut voir ce qui se passe sur la place de travail et vice-versa. Et nous avons plusieurs études qui ont montré non seulement comment cette approche didactique donne des résultats statistiquement significatifs et meilleurs qu'une approche traditionnelle en matière d'acquisition des connaissances déclaratives. Les meilleurs résultats concernent aussi la performance dans la pratique. Nous avons des études comme ça. Les compétences, le développement de compétences métacognitives, parce qu'il y a toujours la réflexion derrière sur la pratique.
Et ce qui peut être le plus intéressant pour nous aujourd'hui, la perception, c'est subjectif, mais c'est un résultat quand même, la perception d'une relation directe, importante et significative entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe au travail, ce qui n'était pas le cas avant. Et ceci a été aussi confirmé par une enquête beaucoup plus large, auprès d'un millier de personnes, dans laquelle il a apparu clairement que cette perception d'un lien entre les deux lieux de formation a été beaucoup plus évidente parmi les participants à cette expérience que parmi tous les autres, à la fois au sein de la même profession et par rapport aux autres professions. Donc, vous voyez ici, ce ne sont pas assez grands, mais 7 sont les chefs qui ont travaillé comme ça. 7 sont les chefs qui n'ont pas travaillé comme ça au niveau national, et les autres sont des autres professions. Et vous voyez, bien sûr, qu'il y a une différence nette sur la perception d'un lien entre les différents lieux d'apprentissage. Oui, nous avons beaucoup des études sur ces cas-là. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner beaucoup d'informations. Deuxième cas. Technicien en salle d'opération, donc encore une fois quelque chose de très proche à ce que nous avons entendu ce matin. C'était un autre modèle d'alternance. Nous avons présenté cette étude l'année dernière ici, à l'occasion du congrès GEVAP. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous était présent. Je m'excuse pour la répétition. Nous sommes avec des techniciens en salle d'opération, donc une formation professionnelle supérieure et des stages de longue durée à l'hôpital. Ils opèrent en salle d'opération avec des vrais patients, assistés de 2 tuteurs. Après l'intervention, à des intervalles différents selon l'organisation du département, ils ont un moment de débriefing avec les tuteurs pour analyser leur pratique. Ce moment n'a jamais intégré, même pour des raisons de complexité, un support vidéo. Nous avons pu développer une étude pilote pour rendre disponible l'enregistrement vidéo. Donc, vous voyez, nous avons une caméra dans la salle d'opération, nous avons enregistré. L'enregistrement a été mis en ligne à disposition seulement de la personne en formation et des tuteurs qui pouvaient fermer, arrêter la vidéo, mettre des points comme ça. Les points peuvent être déplacés pour focaliser l'attention sur un détail, le plus important. Et après, ces points, qui est synchronisé avec une portion de la vidéo, bien sûr, peut être commenté avec du texte, avec l'écriture. Et l'écriture peut être par l'apprenti, par l'étudiant, et par le tuteur, bien sûr. Et il peut donner une sorte de discussion en ligne. La discussion en ligne a été avant le débriefing face-to-face, en personne. Donc, ce n'est pas que nous avons mis tout à distance. Mais nous avons testé en progression didactique aussi, parce que nous l'avons fait différentes fois, dans différentes étapes. Et ce que nous avons testé, ainsi que la faisabilité de l'approche, est l'opportunité de passer au début, de passer par un débriefing qui a été mené surtout par les tuteurs. Donc, après la première fois, les tuteurs inséraient les commentaires et l'étudiant seulement pouvait regarder avant le débriefing. Dans la deuxième fois, aussi l'étudiant pouvait insérer des commentaires. Et à la troisième fois, nous avons renversé. Donc, était l'étudiant à mettre, elle, première, les commentaires et après l'intervention des tuteurs. Et voilà. Donc, sur ce cas, nous avons aussi testé les effets sur le processus de feedback et sur la qualité du feedback lui-même. Les résultats les plus intéressants concernent ce dernier aspect, en fait, puisque la possibilité de fournir un feedback plus concret, plus ciblé, plus localisé est clairement apparue. Ce qui n'est pas une grande nouvelle, pour être honnête, pour ceux qui traitent de la vidéo-annotation pour l'analyse des pratiques professionnelles. Mais aussi des données intéressantes sur la façon
dont l'introduction de l'élément technologique a influencé la forme de rétroaction et de communication, avec l'émergence importante des DXI gestuels, comme ici, c'était le debriefing après l'introduction des commentaires écrits, et la DXI aussi verbale. Ce que nous avons aussi noté, c'est que le style de communication a changé. Moins de feedback correctif, plus de feedback de soutien, intégrateur à la pratique. Le style de communication a été progressivement plus axé sur l'étudiant et dialogique plutôt qu'affirmative et axé sur les mentors. Et aussi, l'acceptation de l'étudiant était plus haute. Donc, dans l'interview après l'intervention, elle nous a dit « Oui, c'est vrai, j'ai toujours dit oui à mon tuteur. Mais dans ma tête, je me demandais « Est-ce qu'il est vrai? Je ne me rappelle pas. » Avec ces instruments, ces outils, je vois. Donc, la confiance, le trust, la confiance que j'ai faite au tuteur est complètement changée. Mi fido di loro adesso. J'ai confiance en leur. Pardon pour le français. Ici, nous avons seulement une étude. Donc, cette troisième expérience avec les employés des commerces, c'est un peu similaire. Mais dans le cas spécifique, nous avons travaillé sur l'élaboration des erreurs, l'identification des erreurs et l'élaboration des erreurs. Je vais aller un peu plus vite. Donc, aussi dans ce cas, nous avons enregistré les sessions de consultation avec le client. Nous l'avons analysé et ils ont analysé la consultation à partir de l'identification des erreurs, des motivations parce qu'ils disent qu'il y a une erreur et de qui sont les alternatives d'action. Donc la progression entre identification de l'élément pratique, identification de la théorie derrière qui me fait dire qu'il y a une erreur et identification à partir de la théorie des alternatives d'action était très important dans cette étude. Quatrième exemple. Il y a aussi des contextes où l'accès à l'expérience directe est plus difficile à saisir et où l'on peut donc opter pour une expérience reconstruite ou simulée. Dans ce cas également, cependant, les deux composants peuvent interagir de manière profitable l'une avec l'autre. J'aimerais présenter brièvement le cas de quelques infirmières qui ont utilisé iVideo, qui a été déjà mentionné, pendant leur formation. Ces cas témoignent à la fois de l'indépendance du modèle par rapport à une technologie spécifique et de la souplesse didactique de la mise en œuvre du modèle. Et l'affaire me donne également l'occasion de parler brièvement de la vidéo interactive, qui est un outil que nous avons consacré beaucoup d'attention et qui, à mon avis, constitue une bonne occasion pour la formation professionnelle. Pour faire court, la vidéo interactive est une vidéo qui, en plus d'avoir les caractéristiques traditionnelles de chaque vidéo, a quelques caractéristiques en plus, supplémentaires. L'une que nous avons déjà vue est la notation vidéo, qui peut être individuelle ou collaborative. Il peut être aussi privé ou partagé. Une autre est la segmentation en chapitres, qui permet une réalisation non linéaire du contenu de la vidéo et aussi une interrogation non linéaire de la contenu de la vidéo. Une troisième est la possibilité de relier des documents supplémentaires à la vidéo source sous forme de pièces jointes ou d'autres documents similaires. Et donc ici, j'ai vu en particulier la possibilité de lier la pratique dans la vidéo à la théorie derrière, bien sûr. Et une quatrième est l'intégration de la rétraction provenant des questionnements, donc en pouvant intégrer des questionnements et recevoir un feedback automatisé. Je vous montre l'expérience en question où les étudiants ont été
ont simulé une pratique professionnelle, puis l'ont analysée et ont créé une vidéo interactive à l'intention de leurs collègues. Ce type d'approche donne généralement des résultats très intéressants, ce qui a été également confirmé par nos données. Donc, vous voyez, les étudiants dans différents groupes ont discuté sur la procédure, ont négocié ce qui doit être filmé ou pas, ont mis en place une simulation. Il y a une collègue qui va filmer. On discuté de la vidéo à l'état brut. On reconnu quels sont les liens entre la pratique et la théorie qu'il faut avoir à disposition pour agir d'une manière professionnelle experte. Ils ont mis cet élément dans la vidéo interactive et à la fin, vous voyez, il y a la phase finale des discussions dans la classe où ils se confrontent entre eux. Donc, learning by design. Nous l'avons fait aussi dans des autres contextes et encore une fois, les résultats sur l'acquisition de compétences et de connaissances déclaratives, mais aussi dans la pratique sont très bons. Et aussi dans ce cas, il y a beaucoup de publications sur le thème. Un autre exemple d'alternance. Dans ce cas, il y a deux professions. Donc les frontières ne sont pas seulement à l'interne de la profession, mais sont entre professions. C'est un projet entre cuisinier et boucher, qui m'ont dit sont deux professions qui s'approchent plus en plus. Donc il faut avoir des matériels qui sont bons pour les cuisiniers, qui ont un certain degré d'approfondissement pour les cuisiniers, mais qui peuvent aussi être intéressants et utiles pour les bouchers, et vice-versa. Donc, ils ont travaillé avec la vidéo, et les vidéos qu'ils ont produites sont encore une fois des vidéos interactives, mais ont la caractéristique d'avoir les deux composants. Donc, dans une première partie de la vidéo, ils montrent comment disossare, je ne sais pas le terme, désosser la viande, et dans la deuxième, ils montrent comment la cuisiner. Comme on peut la cuisiner, avec une interdépendance très intéressante entre les deux professions. Donc, objet frontière dans ce sens-là. Dernier exemple, donc merci pour la patience. Je voudrais vous montrer, je ne sais pas si nous avons le temps de montrer les exemples, mais je vous montre Rialto. Rialto, c'est quoi? Rialto, c'est, dans ce cas, je l'appelle une plateforme. C'est une plateforme qui a la prétention d'être les conteniteurs pour traduire leur pharaon dans la pratique. Donc, nous avons eu dans le passé beaucoup d'expériences avec différentes professions, entre eux ce que j'ai déjà montré, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des régularités. Oui, aussi des discontinuités, mais des régularités. Donc, nous avons essayé de développer un environnement électronique qui peut être disponible pour toutes les professions. Bien sûr, ayant la possibilité de customiser, de personnaliser en certaines parties, surtout c'est dédié à la documentation d'apprentissage et de prestation. Et Rialto, la conception de Rialto a été une conception basée sur les flux. Donc, c'est plus proche à Facebook qu'à Moodle. Ce n'est pas un environnement scolaire. Non? Les apprentis peuvent prendre des photos, prendre des vidéos, prendre des notes, ou écrire des notes, et les jeter dans les flux. Ils sont des matériels bruts, comme j'ai dit déjà plusieurs fois. Mais c'est intéressant de voir aussi ici, il y a 3 zones différentes dans Rialto. Il y a mon flux santé. Ce sont mes expériences privées. Ce sont les expériences que, oui, peut-être qu'ils me disent quelque chose, mais que je ne veux pas partager encore avec aucune personne. Ce sont pour moi.
pour ma réflexion personnelle. Et je les peux mettre ici, dans saison. Il y a la documentation d'apprentissage et de prestations, j'ai déjà parlé de ça, qui est la zone qui est partagée avec le formateur en entreprise, mais pas avec l'enseignante, au début au moins. Et il y a le flux de la classe, où nous pouvons jeter toutes les expériences entre copains d'une classe et partager cette expérience avec l'enseignante à l'école, comme j'ai montré dans le cas des cuisiniers. Donc, je ne trouvais pas une meilleure représentation de ça pour dire que oui, il y a des zones différentes, mais ces zones sont tout à fait perméables. Je peux décider, de fois en fois, de contexte en contexte, de personne à personne, si nous voulions ouvrir des ponts, ouvrir des passages entre une zone et l'autre. Donc, il y a des expériences où tous les formateurs dans l'entreprise sont déjà invités dans le flux de la classe. Il y a des expériences où l'enseignant est invité pour voir la documentation d'apprentissage qui prend forme sur le lieu de travail. Et comme ça. Oui, je n'ai pas le temps de montrer les détails aujourd'hui, mais nous avons mis dans le flux de la classe, il y a aussi, j'ai arrêté la vidéo, il y a aussi des outils spécifiques pour l'enseignant, pour gérer, pour lancer des activités, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas toujours spontané de partager des expériences sur le lieu de travail. Donc, il faut que l'enseignant stimule avec des activités spécifiques et dans certains champs professionnels, le visuel peut être un instrument utile. Donc, vous avez eu une application d'annotation des images où nous pouvons partager une trace et la commenter et développer la réflexion avec l'annotation. Ici, nous avons une autre chose qui ressemble plus proche au management des erreurs, parce que cette sont créatrices de vêtements. Ils ont développé leur modèle, carte à modèle, je ne sais pas le terme technique, des soins techniques. Et après, nous avons la possibilité de superposer le modèle avec les réalisations des élèves, encore une fois, pour travailler sur les écarts par la norme. Et voilà. Donc, je reviens pour un moment, et je vais terminer, sur l'expérience des cuisiniers. Nous avons vu que cet environnement, avec l'apprenti au centre, c'est partagé entre les trois différents lieux de la formation professionnelle suisse. Mais ce qui pour moi est intéressant à ce moment est d'aller au-delà. Parce qu'une chose qui pour moi était intéressante au niveau du système, vous savez qu'il y a cette figure de l'inspecteur. C'est dit comme ça en français? Donc nous savons que dans les différents cantons, cette figure a des rôles différents, mais au Tessin, pour exemple, nous sommes petits, donc les inspecteurs vont visiter sur le lieu de travail l'apprenti au moins une fois par année. Et quand les inspecteurs, qui ont un rôle complètement institutionnel, ont vu la plateforme, ils nous ont dit pourquoi nous ne pouvons pas accéder. Parce que ce serait très intéressant de préparer la visite en voyant en avant ce qui se passe sur le lieu de travail. Donc, j'ai insisté beaucoup sur l'objet frontière, sur le boundary object, entre les trois différents lieux de travail avec l'apprenti, mais je pense qu'il y a des possibilités que ce genre de technologie devienne boundary object au niveau plus grand du système, en impliquant aussi des autres auteurs. Et la même chose est à Venuta, c'est passé avec les différents niveaux des associations professionnelles, de l'association professionnelle. Donc, quand nous avons commencé, nous avons parlé seulement avec l'association professionnelle régionale, et après, l'association nationale s'est intéressée sur les projets. Donc, pour moi, c'est intéressant. Je vais terminer comme ça, pour remettre il campanile al centro del villaggio. Je ne sais pas comment le dire, mais je sais qu'il... Et voilà. Donc, je veux insister et terminer en disant que
dans cette conception, les technologies sont seulement un outil, ne sont pas le fin, sont un outil. Un outil au service de la pratique réflexive. J'ai aussi insisté beaucoup sur ce point. Au service de la pratique réflexive, qui, à certaines conditions, peuvent ouvrir de nouveaux espaces. Nous parlons aujourd'hui, demain, hier, d'espace et de lieux. Donc les technologies, en tant qu'outils, peuvent ouvrir de nouveaux espaces, des espaces qui sont des supports à l'apprentissage, des espaces très importants qui sont partagés, aussi si dans différentes manières, dans différents degrés, et qui sont partagés à travers les lieux de la formation professionnelle. Ils ouvrent de nouveaux espaces, mais ils peuvent aussi ouvrir de nouveaux temps, et donc de nouveaux rythmes de l'alternance. Et je pense que c'était la fin de mon intervention. Je ne sais pas si je vais trouver comme ça ou pas, mais dans tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience.